Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, qui a également travaillé au Bureau de la lutte contre le terrorisme du département d'État américain. Merci comme toujours d'être revenu parmi nous. Et je suis le plus grand has-been du monde. Eh bien, j'attendais avec impatience ton point de vue sur ces récents développements. L'Union européenne, les États-Unis et la Russie semblent tous jouer trois jeux distincts lorsqu'il s'agit de résoudre ou d'éviter de résoudre la guerre en Ukraine. Comment évalues-tu la situation aujourd'hui? Il semble y avoir beaucoup d'éléments en mouvement. Il y a plusieurs années, un livre est paru. Nous devons en trouver une version mise à jour. Il s'intitulait « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » ou l'inverse. Ils vivent sur deux planètes différentes. On peut dire la même chose de la Russie et de l'Occident. L'Occident étant la combinaison des États-Unis, de l'Europe et du régime de Zelensky. Les Russes ont été sans équivoque, très clairs, sur leur position concernant la fin de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine l'a réaffirmé vendredi lors de sa conférence de presse marathon de fin d'année, revenant sur les mêmes points qu'il avait évoqués le 14 juin 2024 dans un discours devant le ministère russe des Affaires étrangères. Donc, ce n'est pas confus, ce n'est pas compliqué, et ils ont tout exposé clairement. J'en ai parlé sur sonar21.com. Pendant ce temps, en Europe, ils agissent sur une base complètement délirante. Ils pensent avoir une chance de vaincre la Russie, qu'ils ont un certain levier sur elle, et qu'ils peuvent contraindre Vladimir Poutine à accepter leurs conditions. Et vous savez, je dis toujours qu'il y a deux façons pour que cela arrive. Aucune, et absolument aucune. Cela n'arrivera pas. Autant dire qu'ils pourraient tout aussi bien discuter de la manière de créer un troupeau de licornes et de les vendre à des fermiers sur Vénus. C'est aussi fantaisiste, aussi déconnecté de la réalité. Les Russes sont aujourd'hui dans une position plus forte qu'à n'importe quel moment depuis le début de l'opération militaire spéciale. À la fois en termes de puissance de leurs troupes, de leur domination dans divers systèmes d'armes, de la baisse spectaculaire des effectifs militaires ukrainiens et d'une diminution tout aussi marquée de l'aide occidentale qui afflue vers l'Ukraine. On ne peut pas citer un seul élément qui donne à l'Ukraine un avantage durable sur lequel elle pourrait s'appuyer à l'avenir. Quelque chose qui lui offrirait plus de levier ou rendrait la Russie plus disposée à conclure un accord. Cela va ressembler davantage à la situation où les forces de Zhukov ont encerclé la 6e armée de Paulus à Stalingrad. Et, comme on le sait, ils ont été contraints de négocier un accord de reddition à ce moment-là. Donc, l'Ukraine va être forcée de se rendre. Et je pense que ce que nous voyons actuellement, c'est que la Russie prend des mesures avancées pour isoler Odessa et se prépare à la conquérir. Oui, eh bien, je pense que c'est un point important, car l'une des plaintes de l'Union européenne semble être que cet accord n'est pas équitable, comme si nous devions parvenir à un compromis en nous rencontrant à mi-chemin. Mais cet accord, c'était vraiment celui d'Istanbul, en avril 2022. Je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte. La raison pour laquelle cet accord, venant de Moscou, semble, eh bien, merci beaucoup. Nous avons laissé la guerre durer trop longtemps. Et maintenant, bien sûr, nous perdons. Et les Russes sont en position d'imposer leurs conditions. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la défaite. Mais c'est justement ce que je voulais demander. Il ne semble pas que l'Union européenne soit prête à accepter quoi que ce soit de tout cela. Et il se passe quelque chose d'étrange en ce moment. La propagande de guerre s'intensifie, tout comme les attaques directes
et indirecte contre la Russie. Alors, comment voyez-vous cela? Je veux dire, rien que cette semaine, j'ai vu des journaux britanniques affirmer que les soldats russes ont tellement faim qu'ils en viennent à se manger entre eux. Franchement, ça devient un peu triste. Je me souviens du temps où la propagande britannique était de tout premier ordre. Là, c'est plutôt pathétique. Mais comment expliquez-vous cette guerre de propagande et aussi la manière dont l'Union européenne fixe ses objectifs? Oui, je suppose qu'ils transforment l'armée russe en cette équipe de football argentine qui s'est écrasée dans les montagnes entre l'Argentine et le Chili. Tu sais, celle où ils ont fini par devoir se manger entre eux. Mais ce n'est certainement pas la Russie d'aujourd'hui. La Russie est maintenant dans une position militaire bien plus forte par rapport à l'Ukraine qu'à n'importe quel moment de cette guerre. Si l'on remonte à février 2022, la taille de l'armée ukrainienne correspondait à peu près à celle de l'armée russe. Chacune comptait environ 300 000 hommes. L'Ukraine disposait alors de réserves de plus de 900 000 soldats. La Russie dépassait ce chiffre. Elle avait au moins 3 à 4 millions de réservistes mobilisables. Mais la Russie n'a lancé l'offensive contre l'Ukraine qu'avec environ 125 000 à 160 000 soldats, ce qui semble beaucoup, mais quand on les déploie sur un front de plus de 1600 km, ça ne représente pas grand-chose. Et pourtant, l'objectif déclaré de cette première initiative était d'amener l'Ukraine à la table des négociations. Cela a réussi, mais ensuite, la Grande-Bretagne a saboté le processus. Eh bien, avançons un peu. Nous approchons du 4e anniversaire. Selon Poutine, la Russie compte au moins 700 000 soldats sur le terrain en Ukraine. Cela représente une augmentation de 4 à 5 fois par rapport à février 2022. Et en ce qui concerne leur force terrestre totale, elles ont doublé, voire plus que doublé en réalité. J'ai entendu d'autres rapports indiquant que le total des forces terrestres s'élèverait à environ 1,3 à 1,5 million. C'est considérable. Et ils disposent encore d'une immense réserve sur laquelle ils peuvent compter. C'est pourquoi la Russie qualifie toujours cela d'opération militaire spéciale. Cela n'a pas nécessité la mobilisation de la société. Et remettons ces chiffres en perspective. En ce moment, la Russie consacre environ 6% de son produit intérieur brut à la guerre, à l'industrie de la défense. Les États-Unis, qui ne sont même pas directement impliqués, mais apportent leur soutien, dépensent environ 3 à 4% de leur pays pour la défense. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, environ 40% de l'économie américaine était consacrée à l'effort militaire. Et je pense que les chiffres étaient similaires, voire plus élevés, en Union soviétique. Voilà la différence. C'est ce qui distingue une opération militaire spéciale d'une guerre totale, d'une mobilisation complète. Vladimir Poutine, lors de son discours de fin d'année et de sa séance de questions-réponses, s'est montré extrêmement confiant quant à la capacité de la Russie à mener à bien sa campagne militaire en Ukraine sans nouvelle mobilisation ni changement de la nature de la guerre. La Russie bénéficie d'avantages sur tous les fronts, qu'il s'agisse de la production d'obus d'artillerie, de canons et de canons de remplacement pour les pièces d'artillerie, de drones de différents types, d'avions de combat, de chars ou de véhicules blindés de transport de troupes. Elle a surpassé et distancé l'OTAN dans chacun de ces domaines. Cela a provoqué la panique au sein de l'OTAN et beaucoup de discours belliqueux et virulents. Mais jusqu'à présent, la réalité ne les a pas encore frappés assez fort pour les amener à reculer et à dire « Nous ne pouvons pas suivre le rythme des Russes. Ils ont une large avance sur nous. » But over the past
Au cours des dernières semaines, nous avons vu l'Union européenne non seulement parler de la saisie de cette flotte fantôme qui s'empare de ses pétroliers, de manière similaire à ce que font les États-Unis avec les pétroliers vénézuéliens dans les Caraïbes, mais aussi mener, ou du moins être associé à, des attaques directes, comme celle contre un pétrolier russe en Méditerranée. Maintenant, on dit qu'il s'agit de drones ukrainiens, mais j'ai beaucoup de mal à croire que cela soit fait uniquement par l'Ukraine ou sans la contribution ukrainienne et l'aide européenne. Il s'agit donc d'attaques plus directes contre les navires civils russes. Dans le même temps, nous entendons presque chaque semaine des généraux britanniques ou français affirmer qu'il faut se préparer à sacrifier nos fils et nos filles dans une guerre contre la Russie. Et alors que tout cela se déroule, il semble que l'on se dirige vers une guerre directe avec la Russie, sans en avoir les capacités nécessaires, ce qui est un problème en soi. Et il semble que les Russes se préparent également à cela. Je veux dire, sur le plan rhétorique, nous entendons Poutine faire référence à cela, mais les capacités se développent également. Le nombre massif de missiles, de drones et le missile Oreshnik, qui est une arme très puissante, semblant viser uniquement les Européens, puisque les Russes ne veulent pas l'utiliser en Ukraine. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une guerre directe entre les Européens et les Russes? Et comment pensez-vous que les États-Unis réagiraient à cela? Parce que les États-Unis semblent eux aussi être un peu dedans, un peu dehors, ou du moins en train de confier la guerre aux Européens. Eh bien, nous sommes dans une situation différente de celle, disons, de 1939 ou de 1940-41, lorsque les pays européens disposaient réellement d'une base militaro-industrielle. Ce n'était pas seulement l'Allemagne. Ils pouvaient produire des armes, de l'acier, des moteurs d'avion. Le Royaume-Uni, par exemple, faisait un travail remarquable en construisant des moteurs d'avion ultramodernes, ce qui lui a permis de tenir pendant la bataille d'Angleterre. L'Europe n'est plus dans cet état aujourd'hui, c'est même tout le contraire. Ils tiennent un discours ferme, mais ils sont incapables d'agir. Tu as vu qu'il y avait un match de boxe samedi aux États-Unis? Oui. Il y avait ce type, une sorte de boxeur autoproclamé sur les réseaux sociaux. Il a affronté Mike Tyson et l'a battu. Il s'appelle Jake quelque chose. Jake Paul, je crois. Ouais. Jake Paul, oui. Et puis il est monté sur le ring avec un véritable boxeur poids lourd. Et ce véritable boxeur poids lourd lui a brisé la mâchoire des deux côtés, au point que, du côté gauche de sa bouche, ses dents pointaient vers l'intérieur. Voilà l'Europe. L'Europe peut parler fort, diffuser beaucoup de propagande, mais si elle doit monter sur le ring avec la Russie la mettra KO, et vite. Parce que l'Europe n'a pas la puissance offensive nécessaire pour frapper la Russie. Et cette idée que la Russie veut envahir et conquérir l'Europe, pourquoi? Je veux dire, revenons à l'époque du peintre en bâtiment nommé Adolphe. Il a écrit sur le Lebensraum, le désir d'expansion, de nouveaux espaces pour que le peuple allemand puisse s'y installer. Ou, si l'on veut, on peut dire que c'était par manque de ressources. Nous avons besoin de pétrole, nous avons besoin de gaz, nous avons besoin de diamants. Qui sait quoi encore? Il n'y a rien en Europe dont la Russie ait besoin. La seule chose que la Russie veut en ce qui concerne l'Europe, c'est « laissez-nous tranquilles, cessez de vous mêler de nos affaires intérieures, suivez votre propre voie, faites ce que vous voulez, mais laissez-nous en paix. » La Russie ne cherche pas à étendre son territoire. Bon sang, elle couvre 11 fuseaux horaires. Et elle n'a besoin des ressources de personne, en particulier, vous savez, des Lettons, des Estoniens, des Lituaniens. Oh, les Russes vont venir nous envahir. Ils n'ont rien que la Russie ait besoin, envie ou désir. C'est presque comme si l'Europe était convaincue qu'elle doit utiliser cette menace extérieure pour justifier des politiques que, si on laissait le peuple en décider librement, il rejetterait en un instant.
Je vois donc l'Europe en train de trébucher vers la guerre. Nous avons vu ces récents incidents, comme vous le soulignez, l'attaque contre le pétrolier en Méditerranée, puis la saisie d'un navire en mer Baltique. Et ensuite, il y a eu le meurtre de ce général russe hier, une bombe placée dans sa voiture. Je pense que ceux dont les empreintes se trouvent sur tout cela, ce sont les Britanniques, qui font de leur mieux pour provoquer une guerre, en espérant que les États-Unis viendront les sauver. Mais je ne vois pas Donald Trump d'humeur à le faire. Et franchement, avec toutes les forces militaires stationnées au large du Venezuela, les États-Unis n'ont pas beaucoup de moyens pour réagir. Mais il semble que depuis si longtemps en Europe, on ait adopté des récits qui sont très éloignés de la réalité. Pendant 3 ans et demi, on nous a dit que la Russie gagnait, jusqu'à ce qu'elle ne gagne plus. On nous a dit que le gouvernement de Zelensky était une pure démocratie, sans corruption, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Puis bien sûr, on entend que la Russie peut conquérir toute l'Europe. Nord Stream, c'était probablement les Russes. Au bout d'un moment, tout ce récit d'une invasion non provoquée devient absurde. Et l'idée que l'OTAN n'a rien à voir avec le déclenchement de cette guerre, ce récit s'éloigne beaucoup trop de la réalité. Vous avez sans doute vu les informations maintenant sur l'Union européenne qui va jusqu'à faire taire les critiques, en sanctionnant même un colonel de l'armée, Jacques Vaux. Oui, je l'ai aussi invité plusieurs fois sur cette chaîne. L'argument principal était qu'il diffuse de la propagande, et ils ont cité le fait qu'il ait repris des propos d'Arestovich, l'ancien conseiller de Zelensky. C'est donc assez absurde qu'ils aillent aussi loin, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec son analyse. Il gèle ses comptes bancaires, lui impose une interdiction de voyager, c'est vraiment radical. Et si l'on replace cela dans le contexte où ils bafouent leurs propres règles pour geler ou confisquer définitivement les avoirs russes, et dans la manière dont ils s'en prennent à la navigation civile russe, comment comprendre tout cela? Surtout les attaques contre le colonel Vaux. Eh bien, je reviens à, je ne sais pas trop comment les appeler, les bons vieux jours ou les mauvais vieux jours de la guerre froide. Lorsque l'Union soviétique est devenue de plus en plus désespérée de faire taire l'opposition et de contrôler le récit, cela a eu l'effet exactement inverse. Cela a attiré davantage l'attention sur la question, sapé la crédibilité soviétique et renforcé l'image de l'Occident dans le monde entier. Mais aujourd'hui, nous voyons l'inverse. C'est l'Occident qui tente de contrôler les récits, de faire taire la dissidence et d'empêcher quiconque de dire la vérité. C'est la Russie qui s'est en réalité révélée être davantage un refuge pour la liberté d'expression, malgré les affirmations contraires des États-Unis, selon lesquelles la Russie serait une sorte d'État autoritaire. J'ai écrit à ce sujet hier soir. Il y avait hier un article dans le New York Times à propos du chef adjoint de cabinet de Poutine, un homme nommé Dmitri Kozak. Selon l'article, en février 2022, 2 jours après le début de l'opération militaire spéciale, Vladimir Poutine aurait ordonné à Kozak d'appeler les Ukrainiens et d'essayer de mettre en place un accord négocié. D'après le récit, Kozak aurait dit à Poutine d'aller au diable, qu'il ne le ferait pas, en déclarant « Tu ne peux pas me dire quoi faire. C'est mal. Tu peux me tirer dessus. » L'article indiquait qu'il avait dit à Poutine qu'il pouvait le fusiller ou l'arrêter. Et selon ce même article, Kozak a pris sa retraite de son poste de chef adjoint de cabinet de Poutine en septembre de cette année. Aujourd'hui, Alexander Mikouros m'a envoyé une note en pensant que nous étions en septembre 2022. Mais que ce soit en septembre 2022 ou simplement cette année,
Et encore une fois, l'article rédigé par l'ancien chef du bureau du New York Times affirmait que c'était cette année. 44 mois après que ce personnage nommé Kozak se soit montré insubordonné envers le président Vladimir Poutine, que l'Occident décrit comme un tyran, un autoritaire, un meurtrier, un homme qui ne tolère aucune dissidence, on nous dit que son propre chef adjoint de cabinet n'était pas d'accord avec lui, s'est montré insubordonné, et que Poutine ne l'a pas fait tuer, ne l'a pas fait arrêter, ne l'a pas saisi pour le traîner jusqu'au sommet de l'un des bulbes de la cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge pour le jeter de là-haut. Ils ne l'ont pas torturé, ils l'ont laissé à son poste, et il a eu droit à une fête de départ à la retraite 44 mois après son acte d'insubordination. 44 months after he was insubordinate. So right off the bat, you're going, gee, this. Dès le départ, on se dit, tiens, cela semble contredire le récit de Vladimir Poutine présenté comme un autocrate sanguinaire et dément. En réalité, on dirait qu'il a toléré la dissidence, même au sein de son propre gouvernement. Regardez comment Donald Trump a traité Elon Musk. Trump ne supportait pas la moindre opposition, pas une seconde. Ce que je veux souligner ici, c'est que les efforts de l'Occident pour contrôler le récit échouent sur tous les plans. Il n'arrive pas à décider si Poutine est tellement faible que son gouvernement va s'effondrer d'un instant à l'autre, qu'il fait face à une opposition interne telle qu'il ne peut pas survivre. Ou, à l'inverse, s'il est comme l'incroyable Hulk, impossible à arrêter, irrésistible, et qu'il faut absolument stopper parce qu'il représente une menace pour l'avenir. C'est un peu comme regarder un match de tennis. Aller-retour, aller-retour. Mais personne ne marre au passage. Oui, c'est quelque chose de très constant dans la couverture médiatique sur la Russie. Et pas seulement depuis quelques années ou décennies, mais depuis des siècles. Elle est toujours à la fois désespérément faible et sur le point de s'effondrer, et en même temps d'une force écrasante, prête à conquérir toute l'Europe. Et on voit souvent ce basculement d'un jour à l'autre. Un jour, oh non, l'économie s'effondre, Poutine meurt d'une nouvelle maladie, la classe politique et les oligarques se retournent contre lui, le peuple va se soulever, il n'a plus de missiles. Et le lendemain, on nous dit qu'il faut tous faire attention, car il pourrait marcher sur Berlin ou Paris. Donc, c'est assez unique. Et comme vous l'avez dit, il n'y a aucune cohérence. La seule chose constante, c'est que si la situation est désespérément faible, il faut simplement continuer à se battre un peu plus longtemps. Si cela devait ensuite envahir l'Europe, il faudrait encore continuer à se battre un peu plus longtemps. Donc, le point commun, c'est toujours continuons le travail. C'est la même chose avec l'Ukraine et l'OTAN. Autrement dit, il faut faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, car la Russie n'oserait jamais attaquer l'OTAN. Mais il faut aussi aider l'Ukraine, car une fois qu'elle aura conquis l'Ukraine, elle attaquera l'OTAN. Donc, on veut les deux à la fois. Et bien sûr, il y a une énorme incohérence dans ce récit. Je me souviens plus si c'était toi ou Alex Cranor, ou peut-être toi en train d'interviewer Alex Cranor, qui essayait d'expliquer les racines européennes, en particulier britanniques, de la haine envers la Russie. Oui, et je me souviens d'un livre qui faisait référence à la période des années 1840 ou 1850. C'est vraiment à ce moment-là que cette haine de la Russie a pris racine. Te souviens-tu du nom de ce livre? Oui, j'ai écrit un livre sur la russophobie, et je cite celui-là. Il y en a un qui est sorti en 1950 à ce sujet, mais beaucoup de choses ont été écrites en Grande-Bretagne dans les années 1830 sur la russophobie, où l'on se demandait, vous savez, pourquoi nous affrontons sans cesse la Russie. Nous exagérons la menace, et cela va à l'encontre de nos propres intérêts nationaux. Laisse-moi t'arrêter là. Fais un peu de promotion. Quel était le titre de ton livre?
russophobie, propagande politique dans le système international, quelque chose dans ce genre. Et quelle était votre principale conclusion? Eh bien, il y a toujours un récit. Si l'on regarde par exemple la guerre de Crimée au milieu du 19e siècle, à cette époque avant cela, la Turquie ou les Ottomans avaient une très mauvaise réputation à cause de ce qu'ils faisaient subir aux Grecs. Mais dès qu'ils sont entrés en guerre contre les Russes, un nouveau récit a été créé. Immédiatement, les Ottomans sont devenus les victimes. Les Russes étaient évidemment les agresseurs, et les Français et les Britanniques ont alors été présentés comme ces chevaliers désintéressés, en armure étincelante, venus sauver la victime. Donc, il y a toujours ces rôles que chaque camp joue. Et bien sûr, c'est ce que l'on observe aussi dans ce conflit. L'Ukraine est la victime, la Russie est le méchant, et l'OTAN est simplement là pour aider. C'est exactement le même scénario, sans aucun intérêt personnel, bien sûr. Comme si l'OTAN n'avait pas pris le contrôle du gouvernement ukrainien en 2014 pour l'utiliser ensuite contre les Russes. Mais je voulais te demander, comment vois-tu la position américaine évoluer? Ils sont assez divisés en interne. Il semble que Witkoff et Kushner suivent une voie très différente de celle de Rubio, par exemple. Comment cette lutte interne façonne-t-elle la politique étrangère des États-Unis? Eh bien, je pense, concentrons-nous d'abord. Il y a un aspect économique ou disons commercial, et c'est là que selon moi, Witkoff, Kushner et Dmitriev se concentrent. Cela sort du cadre habituel, si l'on veut, de la politique étrangère. Attends une seconde, Rick Sanchez appelle, je le rappellerai tout à l'heure. Si l'on revient à l'époque où Henry Kissinger occupait à la fois les postes de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale, c'est lui qui fixait l'agenda. De concert avec Nixon, il le définissait et il suivait. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Même si Rubio détient les postes de secrétaire d'État, de conseiller à la sécurité nationale et de directeur de l'USAID, son pouvoir est en réalité assez limité. Car voici Steve Witkoff, un vieil ami de golf de Trump. Vous savez, j'ai dit sur le ton de la plaisanterie que peut-être ce que Rubio devrait faire, c'est améliorer son jeu de golf et aller plus souvent sur les parcours avec Trump, où il pourrait discuter avec lui et peut-être essayer d'obtenir un peu de contrôle. Rubio représente clairement la position de l'establishment de Washington. Maintenant, il se passe certaines choses sous la surface. L'une d'elles, eh bien, j'ai fait une interview la semaine dernière, ou peut-être celle d'avant, avec John Kiriakou. John travaillait pour RT, Russia Today, et il animait une émission intitulée The Whistleblowers. Eh bien, figurez-vous qu'il y a environ une semaine jeudi, non, ça fait maintenant 2 semaines, j'étais de retour dans l'émission, et je lui ai dit, « Hey, je croyais que tu avais dû arrêter à cause des sanctions. » Il m'a répondu, « Elles ont été levées. » Ainsi, les États-Unis ont levé les sanctions contre RT, celles qui avaient conduit à l'éviction de personnes comme Garland Nixon, Kiriakou et Scott Ritter, qui, lui, a désormais une collaboration régulière avec RT. Il semble donc que ces sanctions aient été levées. L'administration Trump n'en fait pas grand cas. Et même si Donald Trump, disons que Witkoff et Kushner concluent un accord avec les Russes, et que les Russes disent à Trump, « D'accord, nous approuverons cela », à moins que cet accord, dans le cadre du marché, ne stipule qu'il doit être présenté au Sénat américain et ratifié comme un traité entre les États-Unis et la Russie n'acceptera rien. Car en réalité, si Trump se contente de le signer, l'État profond, l'establishment, rejettera simplement l'accord comme dénué de toute valeur. C'est simplement un accord privé de Trump. Et quoi que Trump accepte, une fois qu'il sera parti, et il partira un jour, que ce soit pour des raisons naturelles ou à la fin de son mandat,
son successeur ne sera pas obligé de poursuivre ou de respecter cet accord avec la Russie. Ce serait donc comme un autre Minsk II, juste une halte pratique pour que l'Ukraine puisse se rééquiper, se réorganiser et se réarmer. C'est pourquoi je pense qu'on accorde trop d'attention à des questions du type « Oh, qu'ont-ils accepté? Ont-ils fait des compromis là-dessus ?» Cela n'a aucune importance. Parce que, à moins que la Russie et les États-Unis ne conviennent d'un traité et que ce traité soit ratifié par le Sénat américain, il n'existe aucun accord entre les États-Unis et la Russie qui vaille le papier sur lequel il est écrit. C'est pourquoi je trouve si étrange que les États-Unis fassent pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte de ne pas rejoindre l'OTAN. Parce qu'au fond, les Russes ne feraient pas vraiment confiance à ce qui serait écrit sur le papier. Ils avaient la neutralité inscrite dans leur constitution, par la loi, et les Ukrainiens pouvaient simplement la modifier. Je pense qu'ils préféreraient avoir un traité signé avec les États-Unis, quelque chose de plus solide. Mais maintenant, nous apprenons que Washington estime que nous sommes proches d'un accord entre les États-Unis et la Russie. Pendant ce temps, nous entendons du côté russe que les discussions ou les modifications que les États-Unis ont apportées à l'accord, après avoir rencontré les Européens et les Ukrainiens, les ont en réalité encore davantage éloignés d'un compromis. Ainsi, tandis que les Américains affirment que nous nous rapprochons d'un accord, les Russes soutiennent que nous nous en éloignons. Comment évaluez-vous cela? Est-ce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent? Ou s'agit-il d'une stratégie de communication? Ou bien est-ce simplement un comportement de négociation habituel, selon vous? Oui, j'aime bien citer Ray McGovern à ce sujet. Vous savez, Ray a passé de nombreuses années au cœur de l'analyse de la Russie, à l'époque l'Union soviétique, au sein de la CIA. Il disait, écoutez ce que disent les Russes, puis regardez ce qu'ils font. Eh bien, les Russes n'ont pas été ambigus. Ils n'ont pas cherché à brouiller les pistes. Ils ont été très très clairs sur leur position. Et l'Occident, au lieu de l'accepter, continue d'essayer de la redéfinir pour qu'elle corresponde à ses propres objectifs étroits. Je continue d'affirmer qu'il n'existe pas de véritable volonté, de la part de quiconque occupe une position de direction en Europe ou aux États-Unis, d'entretenir une relation normale avec la Russie, une relation fondée sur le respect mutuel, la coopération économique et la collaboration. Au contraire, l'objectif ultime des États-Unis reste la subjugation de la Russie, en utilisant la Russie comme un outil pour s'en prendre à la Chine et la contenir. Et bien que cela ait été l'objectif déclaré des États-Unis, établi notamment dans les documents de la Rand Corporation sur ce sujet, les faits sur le terrain, en particulier en ce qui concerne le développement de la Chine et sa puissance économique, montrent qu'elle dépasse les États-Unis dans presque toutes les capacités industrielles, dans le contrôle des chaînes d'approvisionnement clés, ainsi que dans son partenariat économique, politique et militaire avec la Russie. Et ce partenariat n'est pas temporaire. Ce n'est pas une aventure d'un soir entre la Russie et la Chine. Ils ont décidé de se marier. Ils ont acheté des meubles ensemble. Ils ont acheté une maison ensemble. Ils emménagent. Et vous savez, ils ont en quelque sorte échangé des vœux, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'ils reconnaissent qu'ils font face à une menace venant de l'Occident, potentiellement maligne, potentiellement dangereuse. Néanmoins, les principaux avantages à la fois économiques et militaires se trouvent du côté de la Russie et de la Chine, et non de l'Occident. Nous assistons à la fin de l'empire colonial qui a commencé à émerger au XIVe siècle et qui a vraiment pris son essor au XVe. Au XVe et XVIe siècle, il y avait cette compétition avec l'Empire ottoman, alors en déclin. Mais en réalité, c'est au XIXe et XXe siècle que l'on atteint l'apogée des réalisations européennes.
That was the pinnacle of European accomplishments. The world science, the advancement. Vous savez, les progrès scientifiques ont eu lieu en Europe au XIXe siècle, pas aux États-Unis, pas en Asie. De même, c'est là que la révolution industrielle s'est concentrée. Mais aujourd'hui, qu'a l'Europe à offrir? Prenons un peu de recul et demandons-nous, l'Europe peut-elle offrir quelque chose dont la Russie ou la Chine ont besoin, ou les États-Unis d'ailleurs? Y a-t-il quelque chose que l'Europe possède comme ressources essentielles, technologies essentielles, talents essentiels? Non. La réponse est non, rien. Ils se sont rendus eux-mêmes insignifiants. Et vous savez, c'est quelque chose avec lequel les dirigeants européens ont vraiment du mal à se confronter. Vous savez, le moment unipolaire est en train de s'effondrer. C'est cette aspiration des États-Unis et de l'Union européenne à établir une sorte d'hégémonie collective à l'échelle mondiale. Beaucoup d'Européens partent du principe que si nous sommes de nouveau en conflit avec la Russie, nous devons revenir à l'ancien dispositif de la guerre froide, que les États-Unis et l'Europe s'allieront et attendront que les Russes s'épuisent, car collectivement, nous sommes bien plus forts. Ce qu'ils ne voient pas, cependant, c'est que les États-Unis, comme la Russie, aimeraient en réalité se détourner de l'Europe. Tous deux veulent désormais se tourner vers l'Asie. Donc toute cette discussion sur le fait de vouloir envahir la Pologne et l'Allemagne, cela n'a aucun sens. Comme tu l'as dit auparavant, il n'y a pas de ressources intéressantes. La seule chose que tu obtiendrais, c'est beaucoup de terres pleines de gens qui ne veulent pas de toi. C'est assez absurde. Pour être honnête, j'interprète cette déclaration sur la Russie qui prévoirait une attaque comme signifiant que la Russie pourrait commencer à réagir aux escalades que nous provoquons. Tu sais, nous saisissons leurs navires. Si nous lancions quelques missiles terroristes sur Moscou, ils pourraient nous attaquer. Nous devons donc les dissuader de répondre à nos propres escalades. Réfléchissons à l'ignorance historique que reflète ce genre d'attitude. Parce qu'on entend ce discours, « Ah, si seulement nous fournissions à l'Ukraine quelques missiles Taurus et peut-être d'autres missiles de croisière américains, cela changerait le cours de la guerre. » En ignorant le fait que, si l'on regarde combien de missiles, de roquettes et de bombes la Russie a lancé sur l'Ukraine au cours des 44 derniers mois, un volume stupéfiant, cela a causé des dégâts considérables à l'Ukraine, mais pas au point qu'elle s'effondre. Eh bien, de la même manière, quelqu'un peut-il sérieusement affirmer que l'Occident, avec l'Ukraine, pourrait produire ne serait-ce qu'une fraction de ce volume de missiles et les lancer contre la Russie? Of the volume of missiles and launch those against Russia, forgetting that let's assume Non, oublions cela. Supposons le pire scénario. Supposons que l'Ukraine obtienne ces missiles et commence à attaquer. Vous savez, ces missiles ont une portée d'environ 300 à 400 miles. Il y a une chaîne appelée les monts Oural en Russie, tout comme les Soviétiques l'ont fait après avoir été attaqués par l'Allemagne lors de l'opération Barbarossa en juin 1941. Ils ont littéralement démonté les usines du Donbass et les ont déplacées à l'est des monts Oural, là où les Allemands ne pouvaient pas les atteindre. Et franchement, si le gouvernement russe actuel décidait de faire la même chose, il pourrait tout déplacer dans des endroits que l'Occident ne pourrait pas toucher. L'Occident oublie sans cesse que la Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires. Et ils peuvent en réalité localiser des troupes et des installations dans des endroits où ils ne peuvent pas être atteints. Alors qu'en Ukraine, il n'y a pas un seul morceau de terrain où ils puissent installer un camp d'entraînement, rassembler des soldats en toute sécurité et les former sans être attaqués et détruits. Ils ne peuvent pas simplement continuer à se déplacer vers l'ouest, car ils se retrouveraient alors en Pologne ou en Allemagne. Il n'y a donc tout simplement aucune voie militaire possible pour l'Ukraine. Point final.
C'est une illusion insensée. Mais vous savez, la Russie continue de faire pression. Elle continue d'avancer. Elle n'est soumise à aucune contrainte de temps. Elle n'a pas d'horloge qui lui dit « Oh, il faut avoir terminé dans les 30 secondes ». Je sais qu'il y a une certaine frustration parmi certains militaires avec qui j'ai parlé. Ce sont souvent des soldats du rang. Ils ont l'impression de se battre, les mains liées dans le dos, et veulent être libérés pour pouvoir frapper l'Ukraine de toute leur force. Mais c'est pour cela, tu sais, que Poutine est dans la position où il est. Il essaie d'équilibrer les progrès militaires avec le maintien de la Russie sur la voie diplomatique, sans s'enfoncer dans la boue. Je pense que ce que nous voyons en ce moment est un tournant décisif de la guerre. La Russie se concentre désormais sur l'isolement d'Odessa, en détruisant par exemple les ponts qui relient Odessa à la Roumanie. Et ce faisant, ils préparent le terrain. La Russie prendra le contrôle d'Odessa, elle prendra le contrôle de Nikolaïev, je pense qu'elle prendra aussi le contrôle de Kiev. Puis une fois ces zones sécurisées, elle reviendra avec une nouvelle offre de négociation aux Ukrainiens. Mais cette fois, comme l'Ukraine a autorisé des frappes contre des navires russes en mer Noire, la Russie avait auparavant évité de fermer le port d'Odessa, cela va, comme Poutine l'a clairement indiqué, changer. À la suite de ces attaques, ils vont fermer Odessa et l'Ukraine va perdre une importante bouée de sauvetage économique. C'est ça qui est frustrant ici en Europe. C'est cette mentalité du type « tu es avec nous ou contre nous », la mentalité Bush. Elle est vraiment dominante ici. Donc si tu critiques par exemple les attaques contre les navires russes, on te dit « eh bien alors tu soutiens la Russie ». Voilà la logique. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Bien sûr, maintenant ils vont perdre Nikolaïev et Odessa. C'est la même chose si tu critiques l'une de leurs actions, l'expansion, les attaques directes contre la Russie. Ils ne comprennent pas que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes avec tout ça. Tout ce que nous faisons maintenant aura des conséquences. Et ce n'est pas idéal quand l'adversaire détient toutes les cartes. Vous voulez, une fois que vous voyez cela se produire, réduire l'échelle. Vous voulez trouver un nouveau statu quo avant que les choses n'empirent demain. Et elles vont empirer demain. Mais vous avez mentionné Odessa. Et tout s'effondre. Comment voyez-vous les prochaines semaines et les prochains mois se dérouler? Parce que vous savez, les Ukrainiens ont déjà été en position de faiblesse. L'Occident a fait de son mieux pour renverser la situation, mais nous ne semblons plus avoir beaucoup de cartes à jouer ici. Et les choses passent vraiment du mal au pire assez rapidement. Voyez-vous un effondrement arriver? Oui, c'est le cas. Je veux dire, regardez. La chose la plus importante dont l'Ukraine a besoin pour arrêter les Russes, c'est de la main-d'œuvre formée. D'après, et ce ne sont pas des sources russes, mais des sources occidentales, l'Ukraine perd, entre les pertes au combat, les blessés et les désertions, au minimum 60 000 soldats par mois. Donc si vous multipliez sur une année, ça fait 720 000 par an, presque 1 million d'hommes. Si vous en perdez autant, il faut un taux de remplacement. Ce qui signifie qu'il faut pouvoir recruter 700 000 ou 800 000 hommes. Mais la réalité du recrutement, c'est que c'est moins de 20 000 par mois. Et même lorsqu'ils sont recrutés, une armée moderne exige que les troupes reçoivent environ 6 mois de formation. Tu sais, les 3 premiers mois ne sont qu'un entraînement de base. Apprendre à faire partie d'une unité militaire, à marcher au pas, à se mettre en condition physique. Et après cette période de 3 mois, tu passes à ce qu'on appelle la formation individuelle avancée.
où tu es formé pour ta mission particulière. Parce que c'est une chose de préparer la nourriture ou d'être infirmier, et c'en est une autre de tirer au mortier ou d'être affecté à une unité d'artillerie. Comment savoir, par exemple, comment régler l'élévation d'un certain obusier? Ou peut-être es-tu formé pour être opérateur de drone ou conducteur de char. Et pendant ces 3 mois, tu ne deviens pas compétent. Tu te familiarises simplement avec tout cela afin de pouvoir ensuite aller sur le champ de bataille et commencer à acquérir une véritable expérience. C'est un processus. Ce n'est pas simplement une action ponctuelle. Une fois que vous lancez ce processus de recrutement et de formation, il faut aller jusqu'au bout des 6 mois de formation, le minimum, puis intégrer les personnes formées dans les unités, et cela doit se poursuivre en continu. L'Ukraine n'a pas ce système. Sans lui, elle continuera à prendre du retard, car la Russie, elle, dispose d'un dispositif bien établi. Il y a au moins 30 000 conscrits par mois, et en plus, des soldats signent des contrats, des volontaires qui le font parce qu'ils peuvent ainsi gagner un peu d'argent, auxquels s'ajoutent les forces déjà présentes sur le terrain. Et les Russes, malgré la propagande occidentale qui prétend le contraire, ne subissent pas de pertes massives. Ils ont donc un avantage, car ils enregistrent beaucoup moins de pertes que les Ukrainiens. Ils disposent d'une ligne d'approvisionnement complète et intacte pour tout ce dont ils ont besoin afin de mener la guerre. En revanche, l'Ukraine n'en a pas. Ainsi, avec les Russes qui ont disons entre 700 000 et 800 000 hommes déployés le long de ce front de plus de 1600 km, la Russie a le luxe de lancer des attaques dans des régions non défendues et de forcer les Ukrainiens à se précipiter vers ce secteur. Et lorsqu'ils s'y précipitent, les Russes attaquent alors le secteur qu'ils viennent de quitter. À cause de tout cela, on va assister à un effondrement du front ukrainien vers le fleuve Dniepr. Je ne serais pas surpris que d'ici la fin février, la Russie soit arrivée jusqu'au Dniepr, au moins depuis Zaporizhia, en commençant à remonter vers le Dnipropetrovsk. C'est pour cela que les Russes ne veulent pas de cessez-le-feu, parce que les chiffres de l'usure leur sont désormais tellement favorables. Comme tu l'as dit, les Ukrainiens doivent recruter beaucoup de gens dans la rue. Ils n'ont pas le temps de leur donner une formation adéquate. Ils les envoient directement au front. Et à cause de cela, ils subissent de lourdes pertes, car ils ne sont pas correctement préparés. Leurs lignes d'approvisionnement ne sont pas assez sécurisées et ils ont des problèmes logistiques. Donc si on leur accordait 2 ou 3 mois de répit, ils pourraient au moins offrir une formation de base à bon nombre de leurs nouvelles recrues. Ils pourraient commencer à combler les lacunes et à améliorer leur logistique. Puis soudain, les taux d'attrition pourraient s'améliorer, et alors nous reviendrions à des taux de perte plus stables, enfin pas stables, ni égaux, mais au moins plus égaux. Et je pense que c'est ce que les Européens espèrent vraiment. Mais le problème, c'est qu'ils sont très transparents. Ils le disent plus ou moins ouvertement. C'était dans les médias britanniques, hier, je crois, que, eh bien, l'Ukraine est en train de perdre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle se bat encore, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi voudrait-on qu'ils perdent plus lentement si cela signifie simplement perdre plus de personnes, plus d'infrastructures et plus de territoires? C'est cette idée que tant qu'ils tuent des Russes, alors, vous savez, il faut continuer. Oui, il me rappelle ça. Tu sais, j'ai souvent utilisé la référence du film avec Jim Carrey dans le film Dumb and Dumber. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Ah oui? Bon, alors Jim Carrey y joue un personnage à l'intelligence limitée et pas très au fait des codes sociaux. Et dans une scène célèbre, cette belle femme avec qui il veut avoir une relation lui dit « Non, ça n'arrivera pas ». Et lui insiste « Alors, quelles sont mes chances? 1 sur 10? 1 sur 100 ?»
Et elle répond, non, plutôt 1 sur 1 million. Il réfléchit un instant et dit, donc j'ai encore une chance. Eh bien, c'est l'Europe. Oui. On a dit à l'Europe qu'elle avait une chance sur 1 million. Et elle répond, génial mec, ce sont de super probabilités. Il y a cette expression à laquelle je pense toujours. Tu sais, quand tu es dans un trou, arrête de creuser. C'est la première règle de la gestion de crise. La première chose de la gestion de crise. Oui, nous ne sommes pas seulement en train de détruire l'Ukraine, nous détruisons l'Europe en même temps. Non, je pense que c'est une crise de leadership, pour être honnête. C'est assez triste que ce soit la stratégie ou l'absence de stratégie que nous ayons actuellement. Bref, as-tu des réflexions finales avant que nous terminions? Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis simplement complètement déconcerté par les politiques autodestructrices de ces dirigeants européens. Au lieu de chercher un accès moins cher au carburant, ils se dépêchent de s'assurer qu'ils payent le pétrole et le gaz plus cher. Pendant tout ce temps, ils ont fermé des centrales nucléaires. Tu sais, en Allemagne, on compte sur l'énergie solaire. Eh bien, j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne, plus de 23 ans, quand je travaillais avec l'armée américaine, surtout à Stuttgart. Et tu sais quoi? Entre octobre et mars, il fait nuit en Allemagne bien plus tôt que dans d'autres endroits. Et donc, l'énergie solaire ne fonctionne pas très bien dans l'obscurité. Il faut beaucoup de soleil. Et l'Allemagne, contrairement à mon État, la Floride, connue comme l'État du soleil, n'a jamais été appelée ainsi. C'est donc un exemple du détachement de la réalité. La seule chose qui puisse sauver l'Europe, selon moi, c'est que les peuples eux-mêmes se soulèvent soudainement contre ces dirigeants fous, les chassent et disent « Hey, nous voulons vivre en paix avec la Russie. Nous voulons avoir des économies prospères et nous ne voulons pas, vous savez, fonder notre politique étrangère sur la haine des étrangers. » Eh bien, pendant la guerre froide, l'équilibre face à l'Union soviétique constituait une base solide pour l'unité au sein de l'Occident. Mais aujourd'hui, les Européens provoquent la guerre avec la Russie, s'aliènent l'Inde et la Chine, s'aliènent même les États-Unis et fragmentent aussi l'Europe. Ils qualifient la Belgique d'atout de la Russie. Et ils vont punir tous ceux de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Hongrie qui ne suivent pas la ligne. Cela ne peut pas durer éternellement avant que nous finissions par nous détruire nous-mêmes. Donc oui, malgré tous les rêves de retour à la guerre froide, je pense que cette fois-ci sera très différente. Mais il n'y a malheureusement pas beaucoup de discussions, car l'Humanity Aim and Error pourrait vous sanctionner pour diffusion de propagande. Oui. Eh bien, je vais m'offrir un cadeau de Noël en avance. Je vais aller en ligne pour voir si je peux acheter le livre de Glenn Deason, Russophobia. La date de publication était janvier 2022, ce qui était un moment mal choisi pour le sortir, car dès le mois suivant, février 2022, il n'y avait plus aucune envie de faire la moindre autocritique. Ainsi, quiconque écrivait alors un livre sur la russophobie était pratiquement considéré comme un paria. Eh bien, souvenons-nous simplement, nul n'est prophète en son pays. Alors toi, mon ami, tu es un prophète, pas seulement un professeur, mais un professeur prophète. Je vais mettre ça sur mon CV. Merci beaucoup. Et oui, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël à toi aussi, Glenn. Merci.